Ok, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut adopter l'IA en ayant en tête les problèmes de tous les enjeux de cybersécurité qu'il y a derrière, en concentrant en particulier sur la protection, ce qu'on appelle parfois des actifs numériques. Enfin, en gros, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle, données personnelles et ainsi de suite. Et avant de commencer, j'aimerais juste dédier un peu cette présentation à mon directeur de thèse, avec qui j'ai fait ma thèse entre 2010 et 2014, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, François Soumy, qui était chercheur à l'École polytechnique de Montréal. Donc, rentrons un peu plus dans le sujet. Alors moi, je suis chercheur en intelligence artificielle, je m'intéresse beaucoup à des questions de sécurité, et j'aime bien prendre un peu de recul sur qu'est-ce que sont ces intelligences artificielles, pourquoi est-ce qu'on les a aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas eues avant, et qu'est-ce que ça rajoute, qu'est-ce que ça modifie vraiment en termes d'offres dans l'espace informationnel. Et j'aime bien insister sur le fait que ce sont avant tout des technologies de l'information. C'est vraiment de l'information dont on parle. Et ça a beaucoup d'implications, puisque l'information est vraiment centrale dans nos sociétés. Je vous invite à réfléchir un peu, pour commencer, à ce petit problème. Donc c'est un problème assez classique, enfin deux problèmes assez classiques en informatique. Celui de gauche, c'est celui de la recommandation de contenu, et celui de droite, c'est le jeu des échecs. Est-ce que vous sauriez dire lequel de ces deux problèmes est le plus difficile et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelques idées comme ça dans la salle? Ouais, donc, très souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on parle beaucoup de celui de droite, donc du jeu des échecs, et on parle moins de celui de gauche. En fait, les deux sont difficiles, mais dans des sens différents. Donc tout ça, c'est formalisé par ce qu'on appelle la science de la complexité, la théorie de la complexité en informatique. Il y a une forme de complexité qu'on appelle la complexité en temps de calcul. Donc ça, c'est vraiment lié aux échecs. C'est lié à toutes sortes de jeux de plateau. C'est des jeux qui sont bien définis. Et le problème, c'est de les résoudre rapidement. Parce qu'en fait, résoudre les échecs, c'est facile. Si on n'a pas de limite de temps, il y a un algorithme assez simple qui s'appelle l'algorithme Minimax, qui s'écrit en 5 lignes. Bon, il faut un peu décrire aussi le jeu des échecs, mais voilà, en y passant 5 minutes, un informaticien peut résoudre le jeu des échecs. Bon, il ne peut pas le résoudre rapidement, et tout l'enjeu pour les échecs, c'est vraiment de faire des calculs rapidement, du coup des calculs approchés, mais rapidement. Donc c'est une forme de difficulté, mais ce n'est pas du tout la même forme de difficulté que celle qu'on retrouve dans le problème de la recommandation de contenu. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté dans la recommandation de contenu, c'est que pour recommander du contenu, il faut être capable de connaître les contenus à recommander, de les analyser, de comprendre les utilisateurs, d'avoir une certaine modélisation de la psychologie du cerveau des utilisateurs, voir des phénomènes de dynamique, de sociologie pour comprendre les potentiels de viralité, et ainsi de suite. Et tout ça, ça demande beaucoup d'informations. C'est impossible pour un informaticien de résoudre ce problème en codant une solution à ce problème. Donc ça c'est vraiment la complexité qu'on appelle parfois, c'est parfois appelé la complexité de Kolmogorov. Moi j'aime appeler ça la complexité de Solomonov, parce que, bon, pour la petite histoire, Solomonov, qui était un chercheur plus jeune que Kolmogorov, a inventé ça avant Kolmogorov, en 1960, alors que Kolmogorov a inventé ça en 1963. Mais Kolmogorov était beaucoup plus établi, beaucoup plus un chercheur très connu. Et donc pour la petite histoire, Kolmogorov est mort bien avant. Et il y a eu un prix qui s'appelait le prix Kolmogorov. Et le premier bénéficiaire, le premier lauréat du prix Kolmogorov est Solomonov, pour avoir inventé la complexité de Kolmogorov. Une petite histoire assez amusante. Mais donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que, en fait, il y a certaines tâches qui sont en fait difficiles parce qu'elles nécessitent d'écrire beaucoup de lignes de code pour que ça soit résolu. Alors, si vous réfléchissez par exemple au langage, la difficulté d'écrire un algorithme qui parle comme un humain, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cas particuliers dans la manière dont on parle. Dans tel cas, si vous deviez écrire des instructions sur comment parler, il faudrait dire, dans tel cas, il faut mettre un jeu, là, il faut mettre un tu, et puis ainsi de suite pour tous les mots, et ça devient vite un code extrêmement compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été compris par le père fondateur de l'informatique, l'un des plus grands génies de l'histoire, Alan Turing. En 1950, il a écrit cet article qui s'appelle
le titre importe peu, mais c'est lié à ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu de l'imitation, donc Imitation Game en anglais, qui est le titre également du film qui parle de Turing. Et dans cet article où il parle de ce jeu de l'imitation, et c'est la difficulté de parler comme un humain, en fait, cet article, il est vraiment révolutionnaire, pas dans son introduction, mais beaucoup plus dans ses raisonnements à la fin. Et en particulier, Turing fait cette remarque que le jeu de l'imitation, parler comme un humain, c'est un problème difficile parce que c'est avant tout un problème de programmation, comme il l'écrit. Les estimations de la capacité de stockage du cerveau humain, ils estimaient ça à l'époque, en 1950, entre 10 puissance 10 et 10 puissance 15 bits d'information. Aujourd'hui, on sait que c'est plus de l'ordre de 10 puissance 14, 15. Et du coup, Turing faisait la prédiction qu'il fallait au moins 10 puissance 9 bits, disons 1 milliard de lignes de code, pour pouvoir résoudre le jeu d'imitation. Il faut coder 1 milliard de lignes de code pour pouvoir résoudre le jeu d'imitation. Ce qui est absolument visionnaire, hein, puisqu'aujourd'hui, les algorithmes générateurs de texte type ChatGPT ont vraiment des milliards, entre des milliards, des centaines de milliards, enfin peut-être un peu plus, de paramètres, de lignes de code d'une certaine manière. Donc l'ordre de grandeur est remarquablement juste. Donc la manière de traduire ce que dit Turing en langage moderne, c'est qu'on dirait que le jeu de l'imitation requiert des milliards de lignes de code pour être résolu. En langage courant, des milliards de lignes de code sont nécessaires. Ça veut dire qu'aucun algorithme qui a moins d'un milliard de lignes de code ne peut résoudre le jeu d'imitation. Donc ça, c'est un peu une conjecture, hein, c'est difficile à démontrer formellement, mais c'est vraiment l'intuition de Turing sur pourquoi c'était difficile à résoudre. Ce n'est pas une question de temps de calcul, c'est une question de lignes de code à écrire. Et suite à cela, dans cet article de 1950, Alan Turing invente... lui, il appelait ça les learning machines. Entre nous, c'est exactement la même chose que le machine learning, comme on l'appellera aujourd'hui. En particulier, la manière dont il invente ça, c'est de façon très naturelle, c'est qu'il se dit, en fait, il y a une entité, d'une certaine manière, qui est capable de passer le jeu d'imitation, de parler comme un humain. C'est un humain. Un humain parle comme un humain. Et la manière dont il y arrive, c'est avec beaucoup d'apprentissage. Clairement, il y a toute l'éducation qui est vraiment nécessaire pour pouvoir parler comme un humain. La plupart des humains, s'ils n'ont pas été éduqués, ne parlent pas comme des humains. Et donc ça, c'est vraiment la naissance du machine learning avec du coup toutes sortes de nouvelles opportunités. Et donc Turing avait déjà vu dès 1950, il imaginait ça autour du millénaire, donc autour de l'an 2000, la révolution du machine learning. Donc on a été un peu plus lent que ce que Turing avait prédit, il nous a fallu un peu plus de temps. Mais à partir des années 2010, il y a vraiment, 2012 en particulier, il y a vraiment eu cette révolution où on a vraiment réussi à faire du machine learning comme Turing l'avait imaginé. Et l'une des raisons pour laquelle il a fallu attendre 2012, en gros, c'est que pour y arriver, il faut apprendre de quelque chose. Donc ça, Turing l'avait très bien anticipé également. Il s'est dit, la machine doit apprendre des données. C'est les données qui doivent guider l'algorithme dans l'écriture de son propre code. Donc c'est grâce aux données d'entraînement qu'il va pouvoir écrire un code qui va lui permettre ensuite de résoudre des tâches. Et en gros, il a fallu l'émergence de grosses bases de données et également de puissance de calcul pour pouvoir traiter ces données. Donc ça, c'est vraiment arrivé dans les années 2010 pour pouvoir exploiter tout ça. Et donc c'est vraiment ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir des technologies vraiment révolutionnaires dans le sens où ça nous permet de faire des algorithmes qu'on n'est pas capable d'écrire nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça la révolution du machine learning, et ça ouvre bien sûr toutes sortes de perspectives puisque ça nous offre des solutions de traitement de l'information. Un algorithme, c'est vraiment une solution pour traiter l'information. Ça nous offre des nouvelles façons de traiter l'information qu'on n'était pas capable de faire avant parce qu'on n'était pas capable d'écrire des milliards de lignes de code. Et donc parmi les applications, il y a toutes sortes d'applications. On parle souvent, c'est souvent des applications en santé. Donc là, j'ai mis par exemple AlphaFold. AlphaFold, c'est assez amusant parce que, en fait, ce qui est amusant, c'est que, en fait, ça résout un problème qui est pour le coup assez bien défini. C'est le problème du repliement des protéines, qui est un problème qui ressemble beaucoup plus au jeu des échecs qu'à la recommandation de contenu. Mais il se trouve que même pour résoudre le jeu des échecs, ou du coup le problème de repliement des protéines, c'est extrêmement utile de faire de l'apprentissage, parce que les algorithmes rapides qui sont capables de résoudre souvent ces problèmes, ce sont des algorithmes qui requièrent beaucoup de lignes de code pour être écrits aussi. C'est un
c'est un peu là qu'il y a des choses assez amusantes. Mais de façon plus générale, ces outils nous offrent de nouvelles perspectives pour pouvoir faire notamment de la science et explorer toutes sortes de choses. Donc, il y a énormément d'applications, surtout dans les domaines où il y a beaucoup de données. Ça va être très lié à l'accessibilité des données. Plus on a de données, plus on est capable d'entraîner des algorithmes pour résoudre des tâches, encore une fois, qu'on n'est pas capable de résoudre nous-mêmes, parce qu'on n'est pas capable d'écrire des milliards de lignes de code. Après, il y a d'autres applications autour de tout ça. Je ne vais pas, bien sûr, être exhaustif loin de là, mais juste pour en citer une autre, ces outils sont vraiment aussi capables, ils sont vraiment entraînés pour faire de la compression de données. Enfin, l'apprentissage est très lié à la compression. Et en particulier, il y a tout ce qui est représentation vectorielle. Donc l'idée, c'est qu'on a des données parfois un peu complexes, mais qu'on arrive à résumer en beaucoup moins de nombres. Et ça permet de compresser des données, de les envoyer. Donc, par exemple, il y a des missions en astronomie où ils envoient des navettes à l'autre bout du système solaire. Et il y a vraiment cette question, comment est-ce qu'elles peuvent envoyer efficacement de l'information sur Terre. Ouais, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai envie vraiment d'insister sur le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est vraiment pas que ChatGPT. Il y a une tendance parfois à résumer un peu trop l'intelligence artificielle aux algorithmes génératifs. Et c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai que ça ouvre de nouvelles opportunités. Mais bon, comme le disait récemment Satya Nadella, le PDG de Microsoft, il n'y a vraiment pas que ça. En tout cas, lui considère que ça ne génère pas tant de valeur que ça. ChatGPT, c'est 4 milliards, enfin OpenAI, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires. C'est très petit dans l'écosystème du numérique. Le numérique, c'est beaucoup plus que juste ça. Même dans la partie intelligence artificielle, les intelligences artificielles de recommandation, les systèmes qui sont derrière TikTok, Facebook, Twitter et tout ça, qui ont des grosses conséquences également sur l'apprentissage des étudiants. Tous ces systèmes sont des systèmes d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqués, eux aussi, et qui pour le coup génèrent 100 fois plus de revenus que les algorithmes génératifs. Donc vraiment aussi ne pas perdre de vue tout ce qui peut être fait avec ces techniques d'apprentissage. Ok, donc là on a vu vraiment que la révolution de l'intelligence artificielle, en tout cas récemment, c'est vraiment lié à l'apprentissage. Et malheureusement, l'apprentissage est vraiment lié à des problèmes de sécurité. Une façon de le comprendre, qui est assez simple, c'est de dire que maintenant on a des algorithmes, des codes, qui ne sont plus écrits par des humains. Déjà, ça, en termes de sécurité, ça soulève des questions. C'est des algorithmes qui écrivent eux-mêmes leur propre code. Forcément, en termes de sécurité, ça va soulever toutes sortes de nouvelles questions. Alors, il y a une catégorisation devenue assez classique maintenant dans la recherche, qui a émergé un peu dans les années 2015-2016 et qui maintenant est de plus en plus standardisée. C'est une classification en termes de 3 catégories d'attaques. La première, c'est tout ce qui a à voir avec l'exfiltration de données, donc la protection des données sensibles, des secrets industriels, toutes sortes d'actifs numériques qu'on aimerait protéger et ne pas voir diffuser. Ça, c'est un énorme problème, notamment pour tout ce qui est usage, parfois on parle de shadow use, d'utilisation non officielle. Beaucoup d'employés dans des entreprises utilisent ChatGPT ou d'autres systèmes à l'insu de leur patron. Donc il y a vraiment un travail un peu de cohérence, un peu d'utilisation de systèmes qui est important. Et en particulier, dans le cas de Samsung, ça conduit à l'interdiction de systèmes type ChatGPT par les employés. Pareil, Microsoft a demandé à ses employés de faire très attention, beaucoup plus attention qu'ils ne le font, à ce qu'ils partagent, ce qu'ils écrivent à ChatGPT. Parce que les données envoyées à ChatGPT, de base, dans l'utilisation de base de ChatGPT, sont enregistrées par l'entreprise OpenAI. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Juste pour continuer un peu ce tour d'horizon sur les cyberattaques, sur les systèmes d'intelligence artificielle, la deuxième classe d'attaques, c'est ce qu'on appelle les attaques par évasion. Donc récemment, avec les modèles de langage, on parle plus de jailbreaking, mais c'est vraiment le même problème. L'idée, c'est que le comportement, les données que l'on a pour entraîner l'algorithme ne sont pas forcément les mêmes données que les données que rencontrera l'algorithme une fois déployé. Et donc, le cas le plus
enfin, un cas que j'aime bien utiliser pour illustrer ça, c'est tout ce qui est détection de fraude ou détection d'anomalies. Quand on entraîne ces algorithmes à faire de la détection d'anomalies, on utilise des données passées. On entraîne l'algorithme à ensuite, par exemple, tracer une ligne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est de la fraude et qu'est-ce qui n'est pas de la fraude. Mais quand on déploie le système en pratique, les personnes qui cherchent à effectuer de la fraude vont modifier leur comportement. Ils vont typiquement essayer de passer juste sous la barre de détection pour pouvoir ne pas être détecté comme étant de la fraude. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive énormément, notamment sur les réseaux sociaux pour contourner la censure. C'est vraiment la modification des comportements à cause d'une modification d'algorithme, c'est vraiment très fréquent. Et ce qui est très important à garder en tête, c'est que du coup, la performance de l'algorithme au moment de l'entraînement, c'est-à-dire à gauche, n'est pas du tout la même que celle en pratique une fois déployée. Donc il faut mettre en place des systèmes en amont pour essayer d'anticiper ça et essayer de savoir quand est-ce que le modèle est devenu obsolescent à cause d'une modification des comportements des utilisateurs. Enfin, une troisième classe d'attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques par empoisonnement. Donc ça, c'est lié au fait que les systèmes d'apprentissage apprennent et comme ils apprennent, ils sont aussi vulnérables à la propagande d'une certaine manière. Donc le cas le plus frappant de cela, c'est, alors parfois je pose en quiz directement dans la slide, c'est le nombre de faux comptes que Facebook retire chaque année. Facebook retire, donc là sur 2 ans, Facebook a retiré 15 milliards de faux comptes. Donc 15 milliards de faux comptes, vous savez que la population mondiale est inférieure à 15 milliards, donc là, ça montre qu'il y a beaucoup de faux comptes sur Facebook. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, ces faux comptes peuvent être utilisés pour manipuler les algorithmes de recommandation. Donc les intelligences artificielles de recommandation sont des systèmes qui vont utiliser les données sur les plateformes, savoir pour essayer d'identifier ce qui est populaire et qui a du coup de bonnes chances de plaire à d'autres. Donc si vous avez des armées de faux comptes, vous pouvez donner des impressions de popularité à l'algorithme de recommandation qui va ensuite croire que ces algorithmes sont populaires et il va ensuite les amplifier massivement à des comptes authentiques. Et donc ça, il y a beaucoup d'études sur ça qui montrent que ces attaques ont lieu vraiment constamment. C'est vraiment des attaques qui ont lieu constamment pour essayer de biaiser les algorithmes, les IA de recommandation. Mais bien sûr, ce que je dis pour les IA de recommandation s'applique pour toutes sortes d'intelligence artificielle, y compris la question de comment est-ce qu'on parle de fine-tuning pour les modèles de langage, mais comment est-ce que des systèmes comme DeepSeek, par exemple, des systèmes chinois, ou Grok AI, par exemple, pour un autre exemple, comment ces systèmes sont fine-tunés, avec quel type de données. C'est des questions qui sont très importantes pour comprendre le comportement et les risques de ces systèmes d'intelligence artificielle. Et puis enfin, un dernier point que j'aime rajouter, c'est la cybersécurité classique. Il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui s'applique à la cybersécurité classique, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à ça, s'applique encore à ces systèmes plus sophistiqués. Donc là j'ai mis 2 livres, donc le livre de gauche qui fait un point sur plus l'économie du cybercrime et le livre de droite que j'ai coécrit sur comment se défendre contre ce cybercrime. Ensuite, j'ai envie de parler des stratégies d'atténuation qu'on peut avoir pour éviter d'atténuer ces risques. La première chose, c'est vraiment de valoriser beaucoup plus les actifs numériques. Dans beaucoup de cas, c'est vraiment vraiment des secrets, pour les industries, c'est des secrets industriels. Dans le cas des universités, c'est aussi beaucoup de données personnelles des étudiants que beaucoup d'entreprises, de puissances étrangères cherchent souvent à piller. Et donc, on aime bien avoir cette vision en cybersécurité de dire que les données sont d'une certaine manière radioactives. En sorte, on cherche à les protéger, mais tant qu'on les a sous le coude, il y a un risque qu'elles fuitent et que ça soit dangereux. Donc si on arrive à minimiser, c'est vraiment le principe de minimisation de ce qu'on garde en sauvegarde, c'est vraiment un principe important qui fait partie des lois sur la protection des données personnelles. Ensuite, une autre approche, bien sûr, c'est de contractualiser la responsabilité de la protection des données. Et donc, je sais par exemple qu'ici, à l'ESSO de Genève, il y a un contrat avec Microsoft 365 Copilot qui, du coup, se porte garant de la protection des données. Et donc, c'est aussi des clauses qui sont importantes à avoir avec les fournisseurs de services informatiques, de savoir à quel point ils se portent garant. Vraiment, la traçabilité
Et la responsabilité de ces systèmes, c'est vraiment quelque chose de très important et qui est souvent déficient, qui peut être déficient. Donc il faut y prêter attention. Et donc avec des versions du coup payantes de ces systèmes, vous serez davantage protégé. En tout cas, en l'occurrence, Microsoft annonce ne pas entraîner de systèmes d'intelligence artificielle à partir des données de leurs clients. Alors, je dis annonce parce que moi, je me méfie beaucoup. Alors ça, c'est forcément ma casquette cybersécurité, ou essayer d'aller un peu plus loin. Mais si vous lisez vraiment le livre que, par exemple, que j'ai mis de Nicole Perroff sur l'industrie du cybercrime, il y a beaucoup de choses très sales. Si vous juste regardez Edward Snowden, les révélations d'Edward Snowden en 2013, il y a beaucoup de choses très préoccupantes et du coup, il y a vraiment la question qui se pose de même si ces données sont annoncées être protégées, est-ce qu'elles le sont vraiment? Et en fait, si vous regardez la loi américaine, donc il y a plusieurs éléments de la loi, le Patriot Act, la loi FISA, qui donne l'autorisation aux autorités américaines d'accéder à des données de non-américains qui ne sont pas, ou de non-américains et non-résidents américains, c'est-à-dire nous, la plupart d'entre nous, et notamment à des fins de cyberespionnage. Donc ça soulève vraiment la question de est-ce qu'on fait confiance aux autorités américaines, aujourd'hui en particulier, j'ai envie de dire, pour ne pas activer ce genre de levier pour pouvoir piller des ressources numériques, des actifs numériques européens ou suisses. D'autant qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de proximité entre les entreprises d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai mis à l'écran OpenAI et Anthropic. Anthropic, c'est une autre organisation qui développe des modèles de langage. Ces entreprises sont extrêmement proches des autorités américaines. Donc OpenAI a recruté dans son conseil d'administration un ancien directeur de la NSA et Anthropic a établi un partenariat avec Palantir qui travaille qui est très très proche des services d'espionnage américains. Donc voilà, ça soulève aussi la capacité de poursuivre éventuellement ces entreprises s'ils violent des lois déjà existantes. Or, il s'avère que le patron d'OpenAI, Sam Altman, a reconnu publiquement qu'il aurait été impossible d'avoir fait OpenAI sans avoir violé les droits d'auteur. Donc là, le criminel confesse son crime, mais le problème, c'est à quel point est-ce que la loi s'applique? Est-ce qu'on arrive à utiliser cette confession de manière juridique? Et malheureusement, c'est loin d'être trivial. En tout cas, c'est des procédures, beaucoup de procédures sont en cours. Tout ça pour dire que la loi, aujourd'hui, c'est important, il faut la défendre, mais malheureusement, la loi n'est pas toujours appliquée. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête quand on cherche à protéger différentes personnes dans l'espace numérique. Enfin, il y a un autre aspect, c'est que même s'ils essayaient effectivement de nous protéger, est-ce qu'ils y arrivent? Donc ça, c'est un rapport donc à l'été 2023, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais à l'été 2023, il y a eu une cyberattaque massive sur les systèmes de Microsoft. Et il y a eu une enquête ensuite par le CISA, qui est donc l'Agence nationale de cybersécurité aux États-Unis, qui a écrit ensuite un rapport qui est paru en mars 2024. Et le rapport est vraiment très alarmiste. Alors je lis la phrase: l'entreprise victime, c'est-à-dire Microsoft, ne sait pas comment ces systèmes ont été infiltrés et si les vulnérabilités ont été patchées, ont été corrigées. Autrement dit, en gros, ils ne savent pas si les attaquants sont encore dans les systèmes de Microsoft. Donc voilà, ça soulève des capacités également sur ces entreprises à avoir les niveaux de sécurité satisfaisants pour pouvoir vraiment protéger leurs propres clients. Alors enfin, je crois que je retourne un petit peu, du coup je vais peut-être passer un petit peu vite, mais j'aimerais vous dire aussi quelques mots sur l'état de l'art en recherche et développement également, mais qui est plus au niveau de la recherche aujourd'hui, sur des techniques avancées d'atténuation de risques pour pouvoir profiter des technologies d'intelligence artificielle, mais vraiment en minimisant les risques, notamment dans un cadre où on les développerait soi-même.
où on aura des fournisseurs qui les développent eux-mêmes. Donc vraiment la référence sur ça que je recommande vivement, c'est le NIST. Donc le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, qui est vraiment l'organe principal de standardisation des processus de cybersécurité en informatique en général. Et ils ont fait un rapport en début 2024, je crois que c'était en février, qui parlait justement du machine learning. Alors, je suis assez fier de pouvoir dire que 5 des 9 articles cités sur les stratégies à l'état de l'art d'atténuation de risque en termes d'empoisonnement sont coécrits par les cofondateurs de mon entreprise, Kelly Carper. Donc d'ailleurs, nous on fait vraiment de la recherche depuis depuis 8 ans maintenant sur ces questions. On a beaucoup avancé l'état de l'art de la sécurité sur l'IA. Et vraiment, les conseils que je vous donne sont un peu issus de cette recherche, bien sûr la nôtre, mais aussi d'autres. Et bon, alors la première chose de base, c'est vraiment essayer de garder les données autant que possible chez soi et d'éviter de les envoyer à des tiers autant que possible. Donc ça requiert typiquement d'utiliser des modèles localement. Idéalement, il faut qu'ils soient open source, ça limite le risque que ces systèmes soient en fait pas dignes de confiance. Mais même s'ils sont open source, il ne faut pas s'attendre à... Open source n'est pas synonyme, loin de là, de sécurisé. Il y a beaucoup de systèmes open source qui ont toutes sortes de problèmes, y compris ceux qui se font de mieux. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de XZ. Bon, je crois que le temps passe, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais du coup, il faut vraiment faire attention, même aux codes qui sont exécutés localement. Et là, il y a d'autres techniques pour éviter les risques pour des codes exécutés localement. En particulier, la solution la plus, de loin la meilleure, c'est tout ce qui a à voir avec le sandboxing. Donc le sandboxing, c'est limiter les privilèges des logiciels qu'on exécute localement. Donc, par exemple, vous pouvez dire à un tel logiciel, par exemple, vous pouvez lui bloquer l'accès à Internet ou bloquer l'accès à des systèmes de fichiers, donc à vos données sensibles. Donc ça pourrait limiter les risques. Et donc typiquement, ce qu'on recommande beaucoup, c'est de déployer, si vous voulez utiliser par exemple des modèles de langage, dans la version idéale, vraiment, pour des cas d'application aux enjeux, au niveau de sécurité, l'idée, ça serait vraiment de mettre ça dans des systèmes un peu isolés localement, avec très peu d'accès à d'autres aspects. Sinon, pour faire de l'apprentissage, donc un des cadres qui est devenu très dominant, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. Alors, pour la petite histoire, avant ça s'appelait apprentissage décentralisé, mais Google est passé par là et on a un peu renommé ça apprentissage fédéré. Maintenant, on dit tous apprentissage fédéré. Mais donc c'est un système où, par exemple, différents hôpitaux pourraient garder les données localement et juste envoyer des contributions à la fabrication d'un modèle à partir de ces données. Mais ces contributions n'enverraient pas les données, quoi. Donc c'est des contributions, on appelle parfois de gradients dans le domaine. Et à travers ces échanges, c'est possible ainsi de concevoir un modèle, mais sans jamais avoir à partager, à exfiltrer nos données. Et surtout pas à les centraliser en un point qui deviendrait, qui centraliserait les risques. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. Il y a même des techniques plus avancées qu'on appelle multipartite. Alors, sans entrer dans trop les détails, ça permet de limiter encore plus ce que la personne au milieu est capable de voir et du coup d'espionner malgré tout à travers ces gradients. Ensuite, une autre stratégie qui vient en plus de ça, c'est de rajouter du bruit dans ce qu'on envoie, donc pas envoyer des données telles qu'elles sont vraiment, mais des versions bruitées de cela. Donc la manière dont j'aime bien l'illustrer, c'est une histoire réelle. Hein, pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine voulait déterminer la fraction de soldats qui fumaient de la marijuana. Elle le faisait en interrogeant les soldats. Et bon, vous pouvez imaginer que si vous êtes un général et que vous allez voir un soldat du rang et lui dites « Est-ce que vous fumez de la marijuana ?» probablement le soldat du rang ne va pas vous dire oui. Et du coup, la question, c'était comment est-ce qu'ils pouvaient quand même récupérer de l'information de leurs soldats sans compromettre, sans que les soldats se compromettent eux-mêmes en disant la vérité. La petite astuce, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, on demandait aux soldats de tirer une pièce. Et si c'était sur pile, ils répondaient oui, je fume de la marijuana. Et si ça s'est tombé sur face, ils disaient la vérité. Et du coup, en fait, vous collectez toutes ces données et vous savez que la moitié du temps, les gens ont dit oui à cause de la pièce.
Du coup, l'autre moitié du temps, ça correspond à la vraie fraction. C'est un peu l'astuce. Et par contre, quand un soldat dit oui, il peut toujours dire « Ah non, mais c'est à cause de la pièce ». C'est comme ça, c'est le genre d'astuce qu'on utilise. Il y a des versions plus généralisées de ça, pour pouvoir apprendre des données sans jamais mettre qui que ce soit en situation où ces données sont compromises. Enfin, une dernière stratégie d'atténuation des risques qu'on propose, c'est ce qu'on appelle du watermarking anti-IA des données. Donc l'idée, c'est que vous allez prendre vos données et vous allez faire des modifications de ces données qui vont être imperceptibles. En 2022, c'était perceptible, vous voyez que l'image n'est pas top, mais vraiment avec les nouveaux algorithmes qu'on a, vraiment vous ne voyez même pas que l'image a été modifiée, mais l'image de droite a été modifiée de façon imperceptible. Mais la modification, c'est une modification qui est vraiment stratégique, qui est là de sorte que si un algorithme d'apprentissage apprend de la donnée de droite, elle va être un peu biaisée, elle va être ce qu'on appelle empoisonnée, et elle va avoir des comportements un peu bizarres qu'on va être capable de détecter ensuite en interagissant avec l'algorithme. Et du coup, on va pouvoir prouver après coup que l'algorithme d'apprentissage a été entraîné avec notre algorithme, avec nos données, avec le poison qu'on a mis dans nos données. C'est du watermarking de nos données propriétaires pour que tout IA qui apprend de ces données devienne empoisonné et on soit ensuite juridiquement capable, c'est des choses qui ont été publiées dans un workshop sur Law and AI, et l'objectif c'est vraiment qu'on soit juridiquement capable de prouver que l'IA a, par exemple, violé des propriétés intellectuelles ou des droits d'auteur. Voilà. Puis sinon, j'en reviens toujours à ces fondamentaux de la cybersécurité, parce que l'IA, c'est nouveau, mais tous les problèmes qu'on avait avant, ils sont encore là. Et donc, vraiment, les stratégies de l'art, vraiment les points importants pour moi de la cybersécurité, c'est les suivants. On en parle beaucoup dans notre livre, Guide de survie au cybercrime. Le premier, c'est réduire la surface d'attaque. Moins vous avez d'applications sur vos téléphones, moins vous avez de plugins sur vos navigateurs web, moins vous avez de logiciels installés sur vos machines, moins vous serez vulnérable. Parce que chaque nouveau logiciel installé, c'est une vulnérabilité potentielle. Donc réduire la surface d'attaque, on parle parfois de sobriété numérique, pour moi c'est vraiment un enjeu fondamental de la cybersécurité, ne pas utiliser ce qui n'est pas nécessaire. Deuxième chose, c'est cloisonnement des composants avec moindre privilège. C'est vraiment l'idée du sandboxing. C'est vraiment si un logiciel il fait juste des calculs, donnons-lui juste accès aux puissances de calcul, juste à ce qui est nécessaire pour faire du calcul, mais il n'y a pas besoin d'Internet s'il fait juste du calcul. C'est le genre de raisonnement, de cloisonnement. Ça peut être aussi, par exemple moi j'ai plusieurs téléphones, et de sorte que s'il y en a un qui est compromis, on sait qu'il y a beaucoup de spyware sur les téléphones, en fait ça révèle que certains trucs, et que j'arrive à cloisonner un peu les différents risques. Ensuite, tout ce qui est redondance et diversification des systèmes critiques, idéalement, ça c'est vraiment les sauvegardes. Les sauvegardes, il ne faut pas qu'elles soient tous chez le même fournisseur de services informatiques. Par exemple, si tout est chez Microsoft et qu'il se trouve qu'en fait Microsoft se fait pirater, on perd toutes nos sauvegardes. Et de la même façon, les sauvegardes ne doivent pas être passées par un unique serveur qui ensuite crée ces sauvegardes, parce que si ce serveur unique est piraté, ensuite on perd énormément. Les backups peuvent être complètement empoisonnés aussi. C'est vraiment des attaques qui arrivent beaucoup en pratique. Et enfin, le dernier point, c'est toujours monitorer les systèmes d'information, toujours avoir toutes sortes de dispositifs pour être à l'écoute de voir des anomalies et être capable de réagir et de détecter rapidement qu'une attaque a lieu. Voilà. Alors juste pour conclure, j'aimerais vraiment citer sur le fait que, donc là j'ai parlé de pas mal de principes, et puis voilà, dans un cadre où on parle beaucoup d'un cadre universitaire, mais pour moi les enjeux vont bien au-delà de la protection des données personnelles et bien au-delà de l'université. Vraiment ces 4 grands défis de l'intelligence artificielle, vraiment l'expiration de données à vulnérabilité après que le système ait été déployé, donc il y a des attaques adversariales, l'empoisonnement de l'apprentissage, mais également tout ce qui est plus cybersécurité classique et les utilisations malveillantes par le cybercrime dont je n'ai pas beaucoup parlé ici. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment
faut monter tous en expertise. Enfin, quand je dis tous, même les chercheurs, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on soit beaucoup plus capable de comprendre tous ces problèmes, de les anticiper, de mettre en place en amont des procédures pour éviter ces risques. Et pour moi, le cas le plus important, c'est, je reviens sur les IA de recommandation, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des démocraties qui ne vont pas très bien en ce moment dans le monde. Et je pense que c'est vraiment important, il y a un enjeu démocratique, civilisationnel, à protéger beaucoup plus nos sociétés contre un numérique qui serait hors de contrôle. Et juste pour finir, j'insiste toujours pour finir mes présentations sur ça, c'est que c'est vraiment possible. Il y a une tentation à être un peu dans le désespoir en ce moment sur l'état des démocraties à travers le monde. Mais c'est vraiment possible, et l'exemple que j'ai toujours en tête, la branche sur laquelle je me raccroche à chaque fois, c'est l'exemple de Taïwan. En 2014, c'était une démocratie défectueuse, classée comme défectueuse, avec beaucoup de corruption, beaucoup de proximité avec le gouvernement chinois. En 2014, il y a eu un mouvement pro-démocratique, un mouvement étudiant initialement, mais qui était infiltré par des informaticiens, par des geeks. Et les informaticiens ont vraiment fait de mettre en place des outils informatiques au service de la démocratie. Des solutions pour, par exemple, augmenter la transparence du gouvernement envers le peuple et pour faciliter la participation citoyenne avec l'identification notamment de consensus au sein de la société pour pouvoir avancer plus vite sur des sujets importants. Et donc, ce qui est assez remarquable, c'est qu'entre 2014 et 2024, alors que, en gros, le reste du monde, le reste des démocraties à travers le monde, sont sur le déclin. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes dans les démocraties. Taïwan s'est renforcé démocratiquement au cours des 10 dernières années. Donc ça montre vraiment à mes yeux que l'informatique, c'est vraiment critique pour la santé de nos démocraties. Et donc j'ai écrit un autre livre avec Jean-Loup Fourquet qui s'appelle La dictature des algorithmes, qui parle de ces sujets. En tout cas, je vous remercie pour vos attentions et j'espère qu'on a le temps pour des questions.